parce qu'on n'a pas encore remis le pouvoir de décision entre les mains du peuple. Entre les mains du peuple. Et d'ailleurs, en Afrique, les élections, nous savons tous ce que cela veut dire. Parce que nous n'avons pas encore d'État. Et ce qui vient de se produire au Congo, en République soi-disant démocratique du Congo, est la preuve que, en fait, nos peuples sont manipulés à longueur de journée et sont orientés vers des non-choix. Et Kabila, sachant qu'il ne pouvait pas gagner, et faire gagner son dauphin, a décidé en tout cas de ne pas perdre. Sachant qu'il ne peut pas gagner, il a décidé de ne pas perdre. Donc, il suscite une candidature et pour garder la main, il transfère le pouvoir à cet opposant et prenant ainsi de coup tous ses adversaires, aussi bien locaux qu'internationaux. Voilà. Et puis, il crée une profonde division au sein de l'opposition avec la victoire proclamée du fils Tshisekedi. Et en même temps, Kabila a réussi à rallier les Africains à sa stratégie. Il a réussi à rallier les Africains à sa stratégie, en tout cas les panafricanistes et les Africains aujourd'hui à sa stratégie, parce que en opérant, en donnant le pouvoir à Tshisekedi, qui vient d'un parti qui s'est longtemps affirmé comme l'opposition, aussi bien face à Mobutu qu'à ses successeurs, Kabila a réussi à faire intervenir directement les pays étrangers, notamment la France, les États-Unis, l'Union européenne d'une manière générale, directement sur la scène. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, les Africains ne tolèrent pas du tout ces pays-là, ne tolèrent plus que ces pays-là viennent donner des leçons et s'impliquent. Donc, une fois que ces pays-là, la France, les États-Unis, la Belgique, l'Union européenne, les pays de l'OCDE s'affirment et se montrent aux côtés d'un candidat, c'est fini pour ces candidats-là. C'est fini pour ces candidats. Donc, il est grillé. Donc, Kabila, en jouant finement le jeu, a réussi à mobiliser des Africains qui sont opposés à toute intervention des pays qui continuent de nous coloniser sur la scène politique africaine. Donc, Kabila a réussi par ce jeu de transmission du pouvoir au fils de l'ancien opposant Tshisekedi. Kabila a réussi par ce jeu, par ce mécanisme de transmission du pouvoir à Tshisekedi, à démontrer aux Africains que derrière la candidature de Martin Fayoulou, que c'est plutôt l'Occident qui est derrière cette candidature-là. Donc, c'est le grand gagnant en fait, du jeu au Congo est l'unique gagnant, pas le peuple, c'est Kabila. Parce que Kabila, il est apparu là où personne ne l'attendait. Les États-Unis et la France se sont préparés pour intervenir au Congo. Parce que les États-Unis ont déployé une partie de leur, quelques forces armées au Gabon, attendant que Kabila fasse la fraude électorale en faveur de son candidat, de son dauphin, Ramazani. Et comme ça, il va y avoir beaucoup de problèmes. Et là, ils vont intervenir. Donc, Kabila a joué, a dribblé tout ce monde-là. Parce que Kabila savait que s'il prenait le risque de faire le forcing à transférer le pouvoir
à son dauphin direct, son sort va ressembler au sort de Kadhafi ou au sort de Laurent Gbagbo. Soit assassiné comme Kadhafi, soit il sera transféré, il sera arrêté, on va intervenir, on va l'arrêter et on va l'envoyer en tout cas à la Cour pénale internationale. Voilà. Et Kabila, conscient de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suscité la candidature de Tshisekedi, qui a fait défection à la réunion qui a eu lieu à Genève dans l'intention de désigner une candidature unique au sein de l'opposition institutionnelle au Congo. Et Kabila finançait la campagne de Tshisekedi. Et pendant que la campagne se déroulait, il y a eu beaucoup de discussions, des réflexions sur comment, voilà, quels sont les schémas applicables, les plans A, le plan B, le plan C, voilà. Donc, Kabila a anticipé tout ça et il a donné, à la fin, résultat des courses, comme il voyait que son candidat, son dauphin, n'était pas du tout accepté par les populations. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a conclu un accord avec l'opposant qui semble le plus compatible avec lui pour lui donner le pouvoir et ainsi créer un problème au sein même de cette opposition institutionnelle. Si bien même qu'aujourd'hui, Martin Fayulu, qui est soutenu par Jean-Pierre Bemba, qui, ne l'oublions pas, a été libéré récemment pour qu'il revienne au Congo affronter Kabila. Kabila a eu l'intelligence de bloquer sa candidature. Kabila a réussi aussi à renvoyer du pays comment il s'appelle, le gars de Katanga Business là, qui est très très riche là, Katumbi, Moïse Katumbi et quelques autres. Et ce sont ces gens-là, c'est ce groupe-là qui a désigné Martin Fayulu comme leur champion, comme leur candidat. Et derrière ces gens-là, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba notamment, se trouvent les pays comme la France et la Belgique, les pays de l'OCDE d'une manière générale, qui aujourd'hui sont découverts parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils doivent nécessairement prendre position avec l'Église catholique, comme si l'Église était une institution organisatrice d'élections, quoi. Enfin, voilà. Donc, Kabila a anticipé tout ça. Et il a donné maintenant le pouvoir à un des opposants le plus compatible avec lui et qui sera à même d'exécuter ses ordres et qui pourra contrôler dans le sens où c'est lui, Kabila, qui est le détenteur véritable du pouvoir aujourd'hui au Congo. Voyez? Donc, en jouant à ce jeu-là, il a exposé clairement et nettement la nudité de la candidature de Martin Fayulu, qui n'est qu'un agent de l'étranger. Et en même temps, ce n'est pas parce que Fayulu est agent de l'étranger que Kabila serait nationaliste, patriote, et serait panafricaniste, etc. Non. Kabila aujourd'hui a consolidé son pouvoir en le transférant à un individu qui se présente comme un opposant. Donc le grand gagnant et l'unique gagnant, c'est Kabila. Et le peuple au Congo le peuple africain au Congo va encore souffrir pour un bon moment parce que pour l'instant, il n'a pas retrouvé son pouvoir de décision. L'ordonnateur et le vrai détenteur du pouvoir au Congo, c'est Kabila aujourd'hui, qui a décidé de le transférer à quelqu'un qui est le plus compatible avec lui, quoi. Donc voilà pourquoi notre devoir, c'est de ne pas ancrer notre peuple dans la recherche des raccourcis. Parce qu'en voulant toujours chercher des raccourcis pour trouver des solutions à nos problèmes, on ne fait que les complexifier. On ne fait que retarder les solutions
et on ne fait que retarder la lutte libératrice qui doit s'opérer dans la continuité, par exemple au Congo, de Lumumba. Hein? On ne fait que perdre du temps à nous-mêmes. On se perd du temps et les choses se complexifient, les acteurs s'enracinent, le peuple se décourage, ainsi de suite, quoi. Et il n'y a aucun changement. Parce que, figurez-vous, Tshisekedi ne va apporter rien du tout comme changement au Congo. Il ne va rien apporter. Voilà. C'est l'opposition institutionnelle comme on en voit partout. Aussi bien Martin Fayoulou que Ramazani, que Etienne Tshisekedi, il n'y aura rien comme changement fondamental au Congo. Voyez? Il y aura rien parce que le peuple n'est pas encore l'institution qui confère le pouvoir, qui le surveille et qui le retire quand il faut le retirer. Et qui le confirme quand il faut le confirmer aussi, s'il estime que ce pouvoir est exercé dans ses intérêts bien compris. Donc, voilà, aussi bien les coups d'État que les élections, dans le contexte africain, aujourd'hui, c'est un pis-aller. Il n'y aura rien. On aura des changements dans la continuité. Et le système colonial va continuer. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, et c'est ce que nous avons écrit depuis plusieurs années déjà au Congo, par exemple, c'est qu'à un moment donné, le peuple se lève, soit organisé. Et ça a besoin, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais le peuple a besoin d'être organisé. Il faut que se lèvent des gens de la carrure, en tout cas, qui tiennent compte des expériences du passé, de l'expérience lumumbiste et autres, hein, en se référant au grand empire du Congo, hein, qui est le cœur même de la civilisation africaine, pour essayer de réorganiser ce peuple-là, pour balayer l'ensemble des acteurs politiques, hein, qui gangrènent la scène politique et qui sont des parasites, hein, de la vie, hein, de notre peuple au Congo actuellement. Voyez? Donc, voilà, ce qui se passe là, c'est dramatique et la situation du Congo ne va pas du tout s'arranger. Parce que même si Kabila a réussi à mobiliser, hein, une partie des Africains contre Fayoulou, parce que Fayoulou s'est affiché aux côtés, ou bien ses mentors ont apparu au grand jour en prenant position contre la transmission du pouvoir fondamentalement. Il va y avoir aucun changement fondamental au Congo, parce que pour le moment, le peuple n'a pas reconquis son pouvoir avec une nouvelle constitution, une constituante qui doit être mise sur pied pour changer l'ensemble du dispositif colonial qui opère au Congo et ailleurs en Afrique, quoi. Donc, tant que cet exercice-là ne sera pas fait par les Africains, on peut changer 1000 fois de président, aussi bien par coup d'État que par des farces électorales. Il n'y aura aucun changement. On aura plutôt un changement dans la continuité du système, comme dans tous les pays africains. Voilà ce que je tenais à dire pour le moment sur ces deux cas, hein, étant entendu que ce direct était prévu pour le Gabon. Donc je le fais, quoi. Et donc j'ajoute un peu, je fais une petite incursion au Congo pour montrer que actuellement, toutes les transmissions du pouvoir d'une main à une autre, sans que le peuple, sans que les Africains, de manière organisée et disciplinée, soient l'acteur principal, il n'y aura rien, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement. On peut avoir tous les opposants, voilà, parce que les opposants même font partie de ce système-là. Les oppositions africaines font partie elles-mêmes de ce système, puisqu'elles ne proposent pas une rupture constructive. Elles ne proposent pas un changement radical avec la mise sur pied d'une constituante pour pouvoir réfléchir sur les nouvelles institutions à créer en Afrique, en dehors des institutions coloniales. Ces gens, quand ils arrivent au pouvoir, les oppositions africaines, quand elles arrivent au pouvoir, elles opèrent, elles prennent les institutions telles qu'elles sont et elles exercent le pouvoir dans le même cadre, quoi. Ce qui est une logique fatale pour nous.
Ce qui est une logique fatale pour nous, tant que nous n'allons pas nous organiser pour faire en sorte que le peuple redevienne l'acteur principal de la vie sociopolitique de notre continent, de nos pays. Il n'y aura rien. Il n'y a rien. Donc voilà, les pays étrangers continuent à jouer leurs intérêts sur tous les plans en Afrique. Hein? Ils placent leurs candidats, leurs pions, les médias opèrent pour construire l'image des gens qui sont soutenus de l'extérieur. Ces gens ont les moyens financiers et tout hein, pour s'imposer. Et donc, voilà, ça va continuer. Ça va continuer parce que les États-Unis, tous les autres pays, hein, les cousins des États-Unis, les cousins européens des États-Unis vont continuer à agir de la sorte. Aujourd'hui, cette situation se renforce par la Chine et tout ça. Hein, les pays émergents, l'Inde, le Brésil, la Turquie, tout le monde joue son va-tout en Afrique. Donc, c'est le moment ou à jamais de prendre nos responsabilités en nous organisant, en prenant le temps qu'il faut pour bien faire les choses une fois pour de bon. Voilà. Autrement, on ira de changement en changement sans que rien ne change vraiment. Voilà. Il y a quelqu'un qui fait un commentaire disant les États-Unis ont d'ailleurs envoyé leurs militaires au Gabon, oui, pour intervenir à cause des services de Fayulu à Exxon. Oui, oui, tout à fait. C'est ce que je viens de dire. J'ai dit ça tout à l'heure, que les États-Unis ont envoyé un détachement militaire au Gabon, attendant fermement que Kabila opère le coup d'État électoral en faveur de Ramazani. Et comme Kabila aussi est informé, bah, il a réussi à déjouer ce piège-là en transférant le pouvoir, en concluant un pacte de non-agression avec il a réussi à conclure un pacte de non-agression et de docilité et de collaboration avec Tshisekedi, qui aujourd'hui est son toutou, est son instrument. Et Kabila étant conscient que l'intervention des pays européens ou occidentaux en Afrique, très décriée par les Africains, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le pouvoir à son toutou et il expose ainsi Martin Fayulu par le biais de ses mentors que sont la France et tout ça, lesquels pays se sont clairement exprimés contre la victoire proclamée de Tshisekedi, alors que les Africains qui sont très superficiels, qui ne voient pas tout le côté très stratégique de ce jeu-là, applaudissent une alternance pacifique au Congo qui a tant souffert. Ben, les Africains voient dans ce changement-là une très bonne nouvelle, alors qu'ils ne voient pas au-delà de tout ce qui se joue, ils ne voient pas hein, tout le jeu hein, que Kabila joue. Ben, les gens qui veulent l'alternance pour l'alternance, qui veulent le changement pour le changement, qui applaudissent Kabila, parce que Kabila a transmis le pouvoir pacifiquement à quelqu'un. Pour eux, ben oui, l'UDPS de Tshisekedi qui est décrite comme l'opposition, tout ça, alors que bon, ce parti-là, c'est un parti de l'opposition traditionnelle, classique, qui ne veut aucun changement en tant que tel, hein, qui veut un changement tout simplement d'homme. Bah, c'est ce parti-là qui a gagné les élections. Et pour les Africains qui sont très superficiels et très attachés à l'alternance pour l'alternance, parce que conquis par le charme hein, de la démocratie à l'occidentale qui donne les atouts d'un changement à chaque 5 ans, un renouvellement et tout ça, ben les Africains sont restés là-dessus, ne voyant pas hein, le jeu stratégique fondamental qui se joue ou qui est joué par Kabila dans cet épisode-là. Donc, en opérant comme ça, Kabila a réussi à rallier un certain nombre d'Africains qui sont fondamentalement anti-interventionnistes occidentalistes en Afrique
Et donc, Kabila est le grand gagnant. Il est le doublement gagnant parce que, un, il est vu comme celui qui opère une alternance politique au Congo de manière pacifique. Et de deux, celui qui s'est opposé d'une certaine manière dans l'organisation de cette élection-là aux Occidentaux, en renvoyant un certain nombre d'ambassadeurs et tout ça, et en disant que ben voilà, ils ont financé l'élection de leur propre fait. Bon, ça, il faut investiguer pour savoir s'il n'y a pas d'autres pays, parce que le Congo s'est rapproché notamment de la Chine. On n'a pas oublié l'épisode de la signature d'un contrat gigantesque avec la Chine par le pouvoir de Kabila, ce qui a fait en sorte que le FMI et la Banque mondiale se sont fondamentalement opposés à Kabila et voulaient même le remplacer déjà en 2010, il me semble. 2010, il me semble, ils avaient voulu déjà le remplacer. Et ces deux pays, ces grandes institutions que sont le FMI et la Banque mondiale, des instruments de puissance des pays occidentaux, ces deux instruments ont poussé Kabila à revoir ce contrat. C'est ainsi que la Chine et le FMI, c'est-à-dire les Occidentaux, se sont retrouvés pour revoir ce contrat-là, de sorte à ce que le butin congolais puisse être partagé aussi bien par la Chine que par les Occidentaux. Et c'est ça qui a permis à Kabila de rester au pouvoir jusqu'à présent. C'est que Kabila avait accepté de renégocier, de faire renégocier ce contrat-là entre les Occidentaux et les Chinois. Et ainsi, il a sauvé son pouvoir que finalement, maintenant, il a transmis à son toutou, qu'est Tshisekedi, quoi. Donc voilà un peu comment les choses se passent dans ce territoire. C'est une erreur grave que d'applaudir cette alternance qui n'est qu'une alternance de façade, qui ne va rien amener en tant que tel au Congo et à son peuple, qui va rester dans la souffrance et en proie aux guerres, à la misère, malgré la richesse énorme de ce pays qui devrait être à un niveau de progrès fulgurant, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut dire ce soir. Et conclure peut-être en disant que oui, pour ceux qui sont pour l'alternance, qui ne voient que le changement comme un changement de visage, de figure, de tête, de nom au pouvoir en Afrique, au trône en Afrique. Effectivement que c'est ce qui s'est passé au Congo, là c'est un changement. Sauf que ce changement-là, c'est un changement dans la continuité, quoi, tout simplement. Voilà. Et ceux qui veulent la politique des petits pas, qui sont des étapistes, qui vont vouloir que les choses changent progressivement, petit à petit, oublient que, mais non, c'est un peu la stratégie du garrot, quoi. Quand on dessert un peu plus le garrot, c'est que le sang coule un peu plus vite. Voilà, c'est ça. Nous sommes dans une position de blessé, d'un homme blessé. Et quand un peuple est blessé et qu'il a le garrot, celui qui l'a blessé, qui lui met le garrot, à un moment donné, il a l'intelligence de desserrer un tout petit peu le garrot. Le blessé, croyant ne plus avoir le mal parce que le garrot le serrait trop, sauf que derrière, il y a le sang qui coule un peu plus vite. Donc, le blessé perd un peu plus de son sang. Donc, si nous voulons nous inscrire dans la logique de petits pas et de petits changements, de tête sur les trônes africains, nous ne faisons qu'approfondir le mal africain. Le mal, nous ne faisons qu'approfondir nos douleurs et nous ne faisons que renforcer l'idée selon laquelle notre peuple serait un peuple d'enfants et incapable véritablement de passer au stade de l'âge adulte pour assumer ses responsabilités de manière définitive. Donc,
si vous voulez, on peut changer l'image, on peut changer la personne, la tête de l'exécutif du système, on peut changer la tête du système, sauf que le corpus psychologique, intellectuel, opérationnel, stratégique et tout ce que vous voulez sur lequel repose ce système-là, bah, il continue d'opérer, quoi. Et cette illusion, hein, cette illusion du changement a pour conséquence d'ailleurs de renforcer le découragement, l'esprit de découragement, parce que le peuple se dit, à un moment donné, ah, voyez, on a eu l'alternance, on a fait le changement, il y a eu un changement, même ça n'a pas apporté un changement profond dans le système et nos problèmes ne sont pas pour autant résolus. Donc, c'est plutôt une faute qui est commise là que de vouloir présenter la continuité comme un début de changement à notre peuple. Voyez, c'est présenter la continuité qui s'opère par un changement hein, de visage hein, ou par un changement de l'occupant du trône comme un premier pas vers le changement est une illusion parce qu'on crée l'illusion chez le peuple et on le trompe et la conséquence de tout ceci c'est que le peuple se dit ben voilà, on a changé, on a fait on a fait les alternances qu'il faut, mais finalement, il n'y a que Dieu hein, qui puisse nous sauver. Et donc, on inscrit le peuple dans une logique plutôt de fatalité ou de fatalisme, tout simplement. Quoi. Voilà. Donc, je pense qu'il faut avoir une analyse claire, radicale, qui touche les racines du problème, au lieu de présenter tout ce qui est changement cosmétique comme un premier pas vers le grand changement qui s'annonce. Voilà. Et je viens de le démontrer, ce qui s'est passé au Congo. Le grand gagnant, c'est le gagnant unique, c'est Kabila et son clan, et son pouvoir, et leur soutien. Voilà, ce sont ceux-là qui sont les gagnants. Et en aucun cas, le peuple n'a gagné quelque chose dans le changement qui vient d'opérer, qui vient de s'opérer au Congo. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Pour les gens qui veulent continuer le débat, ben, voilà, je suis là. On peut discuter via vos commentaires et autres. Quoi. Donc voilà, il ne faut pas inscrire notre peuple dans le faux espoir d'une continuité qui est présentée comme un premier pas vers la libération et le changement. Voilà, c'est une erreur grave. Bonne soirée, à tout bientôt.